bienvenue à tous. Donc ce soir, on va aborder le sujet de comment décrocher un entretien pour une alternance en finance en moins d'une semaine. On va aborder la stratégie de recherche, l'entretien, tout ça sur un format de 30 minutes et après on pourra passer à un format de 15 minutes de questions. Donc je vais vous laisser la parole et vous laisser vous présenter chacun votre tour. Bonsoir à tous. Alors Céline Ball, recruteur chargée de développement RH au sein d'Apicil Épargne depuis un peu plus d'1 an et une quinzaine d'années, ça change tout, et une quinzaine d'années d'expérience sur les métiers du recrutement et RH, également généraliste dans les secteurs de l'industrie, secteur de l'aéronautique et secteur bancaire. Alors bonsoir à tous, c'est Stéban Richard, je suis auditeur financier chez Mazars depuis 4 ans. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, l'alternance, c'est un sujet que j'ai aussi connu. Puisque j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'alternant chez Mazars, j'ai aussi été confronté aux problématiques de peaufinage de CV, de réseautage sur le LinkedIn et finalement de réalisation aussi des entretiens chez Mazars. Ensuite, à l'issue de mon alternance, j'ai converti en CDI en audit financier et aujourd'hui je suis senior 2 avec une double casquette puisque j'interviens sur les métiers de l'audit financier, donc en tant que commissaire aux comptes, enfin en tout cas pour la mission du commissaire aux comptes. Et mon autre casquette, c'est celle de membre de l'équipe Capital Market. En fait, on accompagne nos clients pour lesquels on est commissaire aux comptes sur les opérations de marché. Donc, c'est des augmentations de capital, des émissions d'obligations, toujours sur les marchés cotés et les sociétés cotées. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va pouvoir passer à la stratégie de recherche qui commence avant tout par une bonne préparation. Donc, Céline, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet aspect-là ? De choses. Alors la préparation, déjà savoir un petit peu, alors déjà tout dépend de votre niveau d'études, si vous êtes en bachelor, si vous êtes en master 1 ou master 2, ça va être forcément un petit peu différent. Si vous êtes en bachelor, en tout cas vous orientez vers un master qui vraiment correspond en tout cas le plus au métier sur lequel vous vous projetez, surtout en finance, parce que la finance c'est un vaste sujet. Moi je suis plutôt orientée quand même en termes de recrutement, en tout cas au sein d'Apicil Épargne, sur les métiers de conseillers patrimoniaux. Donc c'est un petit peu différent, je pense, du métier de notre ami Esteban. Voilà, c'est vraiment du conseil, de la gestion patrimoniale. Et c'est plutôt, moi je recrute principalement sur des Master 1, Master 2, sur toute la France, en gestion patrimoniale ou sur des Master... Oui, Master 2, principalement en gestion de pattes, après financier, grandes écoles de commerce, mais un peu plus quand même en gestion de pattes. Donc c'est vrai que la stratégie, la préparation, ça va être déjà votre CV, déjà le remettre à jour, tout simplement, et de pouvoir affiner déjà vos réseaux, de pouvoir être sûr de votre parcours, bien le connaître, être en phase avec son parcours, pour justement pouvoir préparer par la suite vos futurs entretiens. Oui, tout à fait. Pour compléter, je pense que la préparation d'un entretien, elle se prépare aussi tout en amont, tout en cours de votre cursus universitaire, finalement. Ce que va chercher à valider un recruteur chez vous, c'est la cohérence de votre parcours avec ce que vous avez à lui proposer et ce que vous venez chercher chez lui. Donc, dans la préparation, il y a toute une phase de création d'une cohérence à la fois dans votre CV, dans les événements auxquels vous participez, et dans ce que vous allez proposer aux recruteurs. Donc ça, c'est la première étape, finalement, c'est celle du CV. Ensuite, la deuxième étape, notamment si on traite du thème d'aujourd'hui qui est de trouver une alternance en moins d'une semaine, un élément important, c'est de faire marcher le réseau. Donc ça peut être votre réseau proche, donc ça peut être la famille, les amis des amis aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça peut être un réseau aussi très efficace. Le deuxième réseau, bien sûr, c'est celui de LinkedIn, des réseaux sociaux, sur lesquels on peut démarcher, on peut solliciter des gens, souvent qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent, pour récolter du feedback, mais aussi pour demander des informations sur comment se passent les entretiens, quels sont les profils qui sont les plus recherchés. Et ça vous permet, une, d'affiner vos recherches, et de deux, finalement, de créer ensuite une candidature qui est cohérente avec ce que vous souhaitez chercher. Et la troisième étape, on en parlera plus tard, je pense, ce sera celle de la préparation des entretiens. Merci. Est-ce que vous voulez un petit peu plus développer sur LinkedIn, parce que ça reste quand même un bel outil pour approcher les recruteurs, utiliser les différents degrés de connaissances et surtout la création de projets. Alors,
Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, je vous invite vivement à vous créer un profil, en tout cas même dès le bac+3 en fait, assez vite, pour votre recherche d'alternance, pour justement avoir un profil en cohérence avec votre CV et en concordance, et pouvoir justement vous créer déjà un réseau. Après, un réseau se crée au fil du temps. On n'a pas 500 contacts ou 1000 contacts en 15 jours ou en une semaine, ce qui est la thématique de ce soir. Ça va prendre un petit peu de temps, mais justement pouvoir se créer des projets de recherche, pouvoir donc avoir un profil à jour, et ensuite au fil du temps se créer des contacts, et que ce soit auprès de RH, de DRH, de chargés de recrutement, auprès des sociétés pour lesquelles vous avez une certaine appétence, ou en tout cas vous avez le souhait de pouvoir y intégrer, que ce soit en alternance ou pourquoi pas par la suite en CDI. Donc c'est vraiment de créer ces projets de recherche, d'être assez vigilant aussi sur, sur la continuité, d'être vraiment dans la relance aussi, d'être très organisé par rapport à cela. Et voilà, c'est vraiment de créer son premier, deuxième et troisième cercle autour de tous vos contacts, que ce soit des collègues en cours, que ce soit la famille, au départ la famille, forcément le premier cercle, vos collègues en cours. Et pourquoi pas des anciens managers ou des tuteurs de stage, voilà, avec qui vous avez pu collaborer précédemment. Oui, tout à fait. Et LinkedIn, c'est un outil qui est très puissant. Vous pouvez toucher beaucoup de monde et vous pouvez échanger avec des gens que vous n'allez pas croiser finalement dans la rue ou lors d'événements comme ça. Et c'est quand même important de se donner de la visibilité en ayant finalement un CV numérique qui est à jour, qui est percutant et qui donne envie d'approfondir la conversation avec la personne. C'est vrai que souvent, quand on est en études, quand on cherche son alternance pour un M1 et M2, peut-être j'ai oublié de le préciser, mais nous, chez Mazars, sur nos différentes lignes de métier, on recrute plutôt des Master 1 et des Master 2 pour des alternances de 1 à 2 ans. Je ferme l'aparté, mais c'était juste pour faire un petit rappel. Et donc, les professionnels, souvent, en fait, aiment beaucoup parler de leur expérience, parler de leur parcours dans leur entreprise, souvent lorsqu'ils ont fait l'alternance. Et au contraire, il ne faut pas avoir peur de solliciter ces professionnels-là parce qu'ils ont vraiment à cœur souvent de transmettre leur métier, transmettre les valeurs de leur entreprise et donner envie tout simplement à des jeunes comme vous qui sont motivés d'intégrer l'entreprise, donc savoir un peu plus sur le métier. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter les gens sur LinkedIn et aussi parfois à les relancer. Je sais que moi, je reçois souvent des demandes. Des fois, on ouvre le message et on ne répond pas. Il ne faut pas hésiter à faire une relance. Et moi, en tout cas, je prends toujours un grand plaisir à répondre à tous les étudiants qui me sollicitent. Ça fait partie de la transmission aussi. Et puis moi, ce que je voulais rajouter une petite chose, c'est aussi sur la marque employeur. C'est vraiment quand vous êtes intéressé pour travailler au sein d'une structure ou même effectuer votre alternance, qu'elle soit en bac+3, Master 1 ou Master 2. Enfin, pareil, je rejoins Esteban, je recrute plus des Master 1, Master 2, comme je vous l'ai précédemment indiqué. C'est vraiment de vous intéresser en fait à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise et ce qu'elle peut véhiculer comme image. Ça, c'est hyper important. Et en tout cas, nous, RH, recruteurs, on est assez sensibles, justement, que ce soit par rapport à vos passions, les valeurs auxquelles vous y êtes attachés, qu'elles puissent concorder avec les vôtres et celles de l'entreprise. C'est hyper important, je pense. Et puis aussi l'histoire de l'entreprise. Souvent, il y a une histoire, il y a un historique, il y a un passif. Et ça, c'est important aussi de s'y intéresser. Finalement, ça rejoint le point de la cohérence dont on parlait tout à l'heure. C'est que quand vous allez choisir, finalement, vous allez sélectionner un nombre d'entreprises à laquelle vous allez postuler, il faut que vous ayez fait un travail de recherche préalable pour vous assurer que finalement ce soit bien cohérent avec votre parcours, mais aussi avec vos valeurs, que la marque employeur et ce que propose l'entreprise dans laquelle vous allez postuler correspondent à ce que vous recherchez, mais peut-être aux valeurs que vous véhiculez, que vous avez aussi envie d'intégrer. Tous, c'est des éléments un peu intangibles finalement, auxquels un recruteur va faire attention, que ce soit même via LinkedIn ou sur un premier contact par mail, mais aussi ensuite sur l'étape de l'entretien. C'est des choses qui sont importantes à préparer et à avoir en tête pour maximiser vos chances de décrocher une alternance assez rapidement. Merci pour ces infos. On pourrait peut-être aborder maintenant du coup le suivi et l'organisation. Donc tous les éléments qui sont très importants
outre les outils dont on a pu parler avant et la mise en place d'un CV. C'est tous ces petits éléments qui vont aussi être très importants. J'imagine que beaucoup sont à la recherche d'une alternance actuellement ou certains ont déjà trouvé. Beaucoup en recherche. Ok, ça marche. Oui, on va revenir sur le suivi, l'organisation de votre recherche, en fait, tout simplement. Hein, donc, c'est vraiment d'être assez rigoureux, organisé, de vraiment vous tabler, de suivre vos candidatures et de ne pas dire, tiens, j'ai déjà postulé à un certain nombre de sociétés. Je sais, quand on a le recruteur en ligne, c'est toujours un petit peu dérangeant, en tout cas pour ma part, parce que j'ai l'impression que le candidat est finalement pas si intéressé que ça. Donc forcément, ça enlève un petit peu d'attrait à la candidature. Donc c'est vraiment de toujours être assez réactif et de tout de suite, tiens, Apicil Épargne me contacte, c'est telle offre, et d'être assez, de pouvoir tout de suite répondre au recruteur sur la bonne offre en fait. Donc vraiment être organisé par rapport à ça. Donc peut-être je sais pas, suivre sur un tableau, enfin tout bêtement sur un tableau Excel, ou voilà, que sais-je. Ou en tout cas, voilà, se mettre des timings et puis essayer de relancer peut-être au bout de 15 jours, peut-être pas toutes les semaines, parce que le harcèlement n'est pas non plus très bon. Et en général, voilà, ça fait un peu fuir le recruteur. Mais par contre, voilà, essayer tous les 15 jours de se montrer présent et de relancer. Si en tout cas l'offre vous plaît et vous avez vraiment envie de travailler pour l'entreprise. Oui, c'est vrai que c'est un élément important, l'organisation. Bon, en tant que bon financier, j'ai toujours un Excel sous la main, finalement. C'est vrai que c'est un très bon outil de suivi, finalement. Vous allez pouvoir classer les différentes entreprises, alors même les secteurs d'activité ou les types de postes auxquels vous avez postulé. Vous allez pouvoir classer aussi par ordre de candidature, par ordre de relance, prévoir à la limite même des relances un peu automatiques avec un pop-up. Je veux dire, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire sur Excel et ça vous permet d'avoir un suivi que vous allez pouvoir consulter très rapidement. Par exemple, aussi un recruteur va vous appeler de manière inopinée, vous allez pouvoir ouvrir votre Excel. Bon, ben, je me remets en tête très rapidement quel poste, quelle entreprise, quels sont les points forts, quelles sont les valeurs. Ça vous permet tout de suite d'accrocher le contact que vous avez au téléphone. Je pense que le fichier Excel, honnêtement, est votre meilleur ami. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné quand j'ai cherché une alternance, que j'étais en master. Mais c'est vrai que l'organisation est une clé, surtout quand on doit trouver une alternance dans un temps qui est assez restreint. C'est vrai que souvent, quand on a la réponse pour des Master 1 et qu'on doit trouver une alternance assez rapidement pour septembre, je sais que souvent on est un peu pressé par le temps. Et là, pour le coup, on fait beaucoup de candidatures pour beaucoup d'entreprises. Et il faut vraiment être très bien organisé pour avoir un suivi et pas se perdre finalement dans la paperasse, les relances. Et des fois, oublier de faire des retours qui peuvent être importants. Par exemple, vous avez un retour de l'entreprise, c'est important de le traiter dans un délai assez rapide. Ça montre aussi votre implication, votre motivation. Et le fichier Excel, je pense, est fait pour ça. Et alors moi, je rajouterais une petite chose, que j'aime bien, la différenciation. C'est justement même si vous avez candidaté en masse, forcément, enfin en tout cas, je vous le souhaite, et c'est mieux, c'est de pouvoir au maximum, en tout cas, que ce soit qualitatif et de pouvoir différencier, en tout cas au moins, on va dire une première partie, peut-être les offres qui vous plaisent le plus, de vraiment différencier et personnaliser les candidatures, que ce soit par la lettre de motivation. Alors je sais, ça fait un peu vieillot la lettre de motivation, mais finalement ça marche aussi, ça marche encore en tout cas, ou en tout cas un petit mail personnalisé, mais par rapport à l'entreprise, par rapport à ce que vous avez apprécié, ce que vous avez pu déceler peut-être des valeurs de l'entreprise. Donc ça plaît pas mal. En tout cas déjà par rapport aux entreprises qui vous plaisent le plus, évidemment. Et puis après, peut-être peut-être un petit peu moins sur celles qui vous plaisent moins et être un peu plus classique. Mais voilà, être vraiment dans la différenciation, je pense que c'est important. Et personnalisation, du coup. Exactement, la personnalisation des messages que vous allez faire passer est hyper importante en tant que recruteur. Nous, on le voit chez Mazars, les messages qui sont les plus percutants, c'est vraiment ceux qui sont personnalisés, en adéquation avec notre marque employeur, avec les valeurs qu'on souhaite représenter. Et on le sent tout de suite quand un candidat nous répond de manière assez générale, finalement. Que ce soit par mail ou que ce soit en entretien, on le voit très vite. Donc c'est vrai que la personnalisation de vos messages, c'est vraiment très très important, même s'il y a de la masse. Et justement, le fichier Excel peut être là pour ça, pour vous rappeler les valeurs, les messages principaux que l'entreprise véhicule, non pas pour, excusez-moi le terme, pour faire du bullshit, mais juste pour être sûr que vous allez employer le bon jargon, le bon vocabulaire avec l'entreprise et le recruteur
pour vous assurer d'être sur la même longueur d'onde, finalement. Très bien. Moi, j'ai une petite question à vous poser avant de passer à la dernière partie. Pour vous, quelle est la journée type, la meilleure organisation à adopter dans une recherche comme celle-ci? Est-ce que vous avez des recommandations à donner? Alors après, ça reste personnel, hein, chacun a sa propre organisation. Moi, j'aurais plutôt tendance à rechercher le matin vraiment les offres, enfin un maximum le matin, et de sélectionner celles qui me plaisent. Donc en fait, faites du sourcing d'offres le matin et ensuite de postuler, mais toujours avec cette différenciation et cette personnalisation auprès de celles qui me plaisent le plus, l'après-midi. Et ouais. Puis et le soir, oui, les entretiens, et puis la nuit, on se repose un peu, mais voilà, globalement, c'est ça. Tout dépend le flux. C'est vrai qu'un élément important, on a parlé de LinkedIn tout à l'heure, d'envoyer des messages à des professionnels. Je pense que tout le monde en région parisienne prend le métro vers 8h30, 9h et le prend vers 18h, 19h. Tout simplement, vous préparez vos messages LinkedIn en avance, la veille, et vous les envoyez à 8h30, 9h. Quand les gens sont sur leur téléphone, ils vont prendre le temps de vous répondre, en fait, tout simplement. Ça peut être un petit tips, honnêtement, qui peut aider. Après, en termes d'organisation type, tout dépend aussi de votre rythme de vie. Mais je pense que voilà, des prises de contact le matin, des recherches sur la matinée, ensuite placer les créneaux d'entretien que vous aurez décrochés l'après-midi. Et en soirée, ça peut être préparer les entretiens du lendemain ou des semaines à venir, peaufiner aussi votre dossier de candidature si vous avez encore des choses à peaufiner, et se renseigner sur les entreprises pour lesquelles vous allez mener des entretiens. Je pense que ça peut être un beau découpage que de fonctionner comme ça. Après, ça reste assez libre finalement. Mais je pense qu'il faut quand même se dédier un temps à chaque phase pour ne pas s'éparpiller et perdre de l'énergie pour peu d'efficacité finalement. Une phase prospection, une phase réponse et une phase préparation des entretiens. Et puis après, relance. Oui, et relance, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la conférence. Du coup, on va aborder les entretiens. Voilà, toute la connaissance solide de l'entreprise, les éléments de différenciation. Donc, je vous laisse commencer. Alors, pour les bacs plus 3, les bacs plus 4, les bacs plus 5, les bacs plus 6. Oui. Alors, c'est vrai que moi, les entretiens, pour être très honnête avec vous, j'en fais plus avec des candidats pour des postes en CDI. Mais pour l'alternance, écoutez, il faut les préparer forcément suffisamment en avance, c'est-à-dire vous allez vous renseigner sur, on revient encore un petit peu à la marque employeur précédemment, c'est-à-dire sur l'entreprise, sur le nombre de collaborateurs, si elle a des filiales, son implantation géographique. Encore une fois, on revient aussi aux valeurs qu'elle véhicule, les activités, les métiers, parce qu'il peut y avoir plusieurs métiers au sein d'un groupe ou d'une entreprise, donc il n'y a pas forcément qu'une seule et même activité, même si c'est celle qui vous intéresse. Donc pouvoir ouvrir un peu ses chakras, entre guillemets, sur d'autres activités, si on vous pose la question. Faire preuve de curiosité, en fait, tout simplement, et vraiment bien préparer, en tout cas, cette connaissance de l'entreprise. Je pense que ça, c'est fondamental pour l'entretien. Oui, tout à fait. En fait, en tant que recruteur chez Mazars et aussi maître d'apprentissage, si on se positionne vraiment sur la catégorie des alternants, nous, ce qu'on cherche à valider chez un candidat, en tout cas sur les métiers de l'audit financier et les métiers qu'on réalise en cabinet de manière générale, c'est plutôt des soft skills et l'intérêt pour le métier. On pourrait croire qu'on va chercher à valider des compétences techniques, financières, comptables ou autres, mais ce n'est pas forcément le cas, parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est le fit qu'on peut avoir avec le candidat et les compétences humaines et relationnelles qu'il peut avoir. C'est pour ça que chez Mazars, on travaille plutôt sur des critères on va dire personnels, des critères de tenue professionnelle, de réflexion et de relationnel plutôt que sur des compétences techniques. Après, encore une fois, comme l'a très bien souligné Céline, c'est important d'avoir bien maîtrisé son sujet quand on candidate, connaître très bien l'entreprise, son organisation, ses différents métiers, même avoir échangé avec des professionnels qui sont dans l'entreprise avant pour récolter un peu du feedback, savoir comment ça fonctionne, comment les entretiens se déroulent aussi, quelle est la journée type. Ça permet tout de suite d'avoir
une grande cohérence quand vous allez rencontrer le recruteur. Vous allez déjà connaître l'entreprise, déjà connaître l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Et ça vous permet aussi d'adapter votre discours pour répondre aux attentes finalement de votre recruteur. Vous savez qu'on va vous chercher sur de l'adaptabilité. Vous allez pouvoir préparer votre discours pour montrer que justement vous êtes très adaptable. Dans nos métiers, il y a énormément de relations clients et de travail en équipe. Pareil, là, préparez-vous finalement une shortlist de 3-4 points à évoquer en entretien qui montrent que vous avez un esprit d'équipe et que vous avez un sens, une relation commerciale assez développée et qui fait la différence en entretien. Ça, je pense que la phase de préparation est aussi très importante. Il faut aussi savoir se différencier, bien sûr, et personnaliser son message pour attirer l'attention de recruteurs en montrant que vos valeurs sont alignées avec celles de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Tout à fait. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Non, mais alors si, moi j'ai une petite chose à rajouter, ça va être, vu que moi je suis plus sur des profils de commerciaux et de conseils patrimoniaux, c'est d'avoir aussi un petit peu ce leadership naturel et d'avoir cette, en effet, on revient aux soft skills aussi, d'avoir une certaine personnalité, d'avoir un ADN de conquête, parce que sur les postes de commerciaux, il y a quand même beaucoup de phases de prospection. Alors là, on parlait de prospection et de sourcing plutôt sur les offres, mais là, je parle évidemment d'un point de vue client et commercial. Donc, c'est vraiment d'avoir cette empathie naturelle, ce contact et ce relationnel facile, fluide. Et ça se ressent aussi en entretien. Oui, le relationnel est très important. De toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous postulez en alternance, c'est que vous êtes en phase d'apprentissage. On ne va pas vous demander d'être expert de tous les sujets auxquels touche l'entreprise. Au contraire, on va chercher des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, de s'impliquer et qui ont un bon relationnel, qui savent travailler en équipe, qui savent échanger avec des clients. Et c'est ces qualités-là que vous devez monter en entretien et montrer aussi que vous avez de la curiosité, que vous avez envie d'apprendre des choses. Et si vous cochez toutes ces cases, le recruteur, il sera ravi. En tout cas, moi, en tant que recruteur, je serai ravi. Ah, juste une petite chose à laquelle je pense, c'est les loisirs aussi, les passions. Ça, c'est hyper important. Si vous avez des passions, des choses vraiment qui vous animent, je pense que c'est pas mal de les partager. Alors par contre, attention, ça, il y a aussi un petit... comment dirais-je, faut vraiment que ce soit une vraie passion. Ce ne soit pas juste pour séduire et faire plaisir aux recruteurs ou à l'opérationnel. Parce que si jamais ils pratiquent la même passion, attention. Donc vraiment être en phase. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est important de pouvoir partager si vous en avez et que ça peut être en tout cas en concordance avec le métier en question. Oui, c'est vrai que les passions, de manière générale, c'est souvent abordé en entretien. De toute façon, on a aussi l'habitude de le mettre sur le CV. Et c'est vrai que ça peut montrer aussi tout un tas de qualités, de la résilience, de l'implication, de la curiosité. Et c'est des qualités qui peuvent être mentionnées en entretien et sur lesquelles aussi on peut échanger sur ces sujets passion. C'est vrai que c'est assez important et moi, je l'aborde assez souvent en entretien pour le coup. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Pour vous, c'est quoi les 3 éléments qui peuvent faire la différence devant un recruteur lors d'un entretien? Qu'est-ce qui peut faciliter, mener à ce qu'on soit rappelé 3 tips en fait qui vont leur permettre de se démarquer le jour J? Le sourire, pour moi, c'est fondamental. Non, mais c'est bête. C'est peut-être bête, mais tout le monde n'a pas le sourire naturel, j'entends. Un sourire naturel, voilà. Ça, pour moi, c'est empathique et naturel. Enfin, voilà, être empathique naturellement, pardon. Donc, le sourire. Et puis ensuite, deuxième tips, la curiosité. Parce que je pense que sur nos métiers financiers, ou en tout cas, que ce soit aussi bien chez Mazars qu'à Pissy l'épargne, si vous n'êtes pas curieux, ça marchera pas, mais même en alternance en fait, sans aller jusqu'au CDI, ça marchera pas déjà au bout d'1 an ou 2 ans d'alternance. On s'en rendra compte. Enfin, en tout cas, le tuteur s'en rendra compte. Donc c'est vrai que la curiosité intellectuelle, curiosité tout court, mais curiosité intellectuelle. Et puis après, le troisième tips, Esteban, tu veux peut-être en ajouter un? Moi, j'en avais 3 en tête. Je pense que le premier, c'est la personnalisation du message. Il faut vraiment que votre message lors de l'entretien soit adapté à l'entreprise dans laquelle vous allez postuler et aussi aux recruteurs que vous avez en face. Par exemple, vous vous adressez à Cécile ou vous vous adressez à moi chez Mazars, qui suis un... Pardon ? Céline. Céline, excuse-moi, toutes mes excuses. À Céline qui est recruteuse
entre guillemets à plein temps et moi qui suis plus opérationnel, mais avec une casquette de recruteur parfois, le message va être un peu différent et on va pas vraiment avoir les mêmes attentes. Donc, premier point, c'est la personnalisation du message. Deuxième point, le sourire. C'est vrai que c'est super important. Le sourire et j'ai envie de dire aussi l'écoute, parce que quand vous êtes en entretien, c'est un échange finalement. Souvent, l'écoute active, oui. On peut être un peu stressé lors des entretiens et on a tendance à dérouler son discours, notamment quand on l'a bien préparé. En plus, on le déroule et sans forcément être à l'écoute des attentes de la personne en face. Et des fois, ça peut se sentir en entretien. Et le troisième point m'est sorti de la tête. Mais une écoute active, oui, je suis d'accord. Exactement, une écoute active. Je pense que le dernier point, c'est la préparation. Mais vous êtes efficace sur les deux autres points si vous avez bien préparé votre entretien, parce que vous êtes à l'aise sur votre sujet, vous maîtrisez votre parcours, vous maîtrisez l'environnement et la personne à qui vous allez vous adresser. Je pense que la préparation, c'est vraiment le meilleur moyen de matcher lors des entretiens. Et puis, bon, peut-être un quatrième tips, quelqu'un qui est passionné, par exemple, par la gestion patrimoniale fera certainement la différence en entretien, ce qui sera animé d'un tel engouement que ça me donnera envie de peut-être collaborer, tout simplement. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Céline et Esteban. Donc, la conférence va se finir. Merci beaucoup.